Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette première conférence de cardiologie niveau D4. Donc là, ça rigole plus, ça tape, vous avez besoin qu'on vienne un petit peu vous titiller. C'est le but de cette conf. La cardiologie, l'une des spécialités incontournables de l'ECN et donc de l'ECNI. Impossible de faire l'impasse. Au travers des dossiers des QCM, vous allez le voir, on est obligé d'aborder un certain nombre de points typiques, parce que vous ne pouvez pas être moyen sur le classique de la cardiologie. Et puis, bien sûr, des coins, des petits QCM un petit peu plus précis, pour qu'on aille plus loin, et ce seront ce même genre de QCM qui permettront de faire la différence le jour J. On est parti, on commence par 3 dossiers progressifs. Alors, dossier numéro 1, donc vous verrez à chaque fois, on lira rapidement les énoncés ensemble, surtout pour pouvoir les décortiquer. Un énoncé, ça doit vous lancer tout un tas de réflexes. Okay, dans votre tête, ça doit fuser immédiatement. Et en général, à la lecture même de l'énoncé, il y a déjà au moins 2, 3, 4, 5 des premières questions. Vous pouvez presque imaginer déjà arriver. Mademoiselle Red, 27 ans. Donc déjà, vous le savez, classique, femme jeune, bêta-HCG, enceinte jusqu'à preuve du contraire. Consulte aux urgences de votre hôpital en ce beau matin de janvier. Encore une fois, quand il y a une date, janvier, c'est rarement pour rien. Janvier, on est en période hivernale, donc ça peut être toute une ambiance BPCO, une ambiance virose. Pour douleur thoracique, on a notre motif d'hospitalisation, c'est super important. Systématiquement, pour toutes les matières, je vous invite à toujours regarder d'un œil précis le motif pour lequel le patient consulte. D'accord ? C'est le point d'appel du dossier d'apparition progressive la veille au soir. Bon, douleur thoracique, il faut que vous soyez bon. Alors QCM, quelles sont les urgences diagnostiques à éliminer de principe très rapidement ? Ça doit être sous-cortical pour vous. Le syndrome coronarien ST+, bien sûr. Réponse A. La dissection aortique, ainsi que le pneumothorax. Je pense que vous connaissez ce mnémotechnique, je me permets de vous le redonner, qui donne toutes les urgences à éliminer devant une douleur thoracique. Le mnémotechnique, c'est pied. P pour pneumothorax, pleurésie, pneumopathie aiguë communautaire. Je vous rappelle que ça peut donner un petit point thoracique douloureux lorsque la pneumopathie est à pneumocoque. Pour ceux qui aiment bien la pneumo, ça leur fait plaisir. I, l'infarctus du myocarde, bien sûr. E, l'embolie pulmonaire. Et D, la dissection aortique. OK ? Sous-cortical, douleur thoracique. Ce sont les urgences qui tuent le patient dans les heures qui suivent, donc que vous devez éliminer. Une fois que tout ça a été éliminé, on souffle et on réfléchit. QCM suivant, à l'interrogatoire, donc la patiente, vous l'avez vu en faisant le dossier, vous rapporte une discrète gêne respiratoire, donc une dyspnée, du fait d'une majoration de la douleur thoracique à l'inspiration. Soyez attentifs à tous ces petits détails d'anamnèse. C'est à l'inspiration qu'il y a une gêne respiratoire et une douleur. Ça évoque très peu de choses. Ça évoque des pathologies de la plèvre, autrement dit pneumothorax, pleurésie. Ça évoque également des pathologies du péricarde, à type de péricardite. Bien. Cette douleur à type de brûlure rétrosternale est également majorée par la toux, le décubitus. Donc là, ça vient encore une fois rajouter de la valeur à tout ce que je vous ai dit juste avant sur les pathologies de plèvre et de péricarde. La douleur n'est pas soulagée par la trinitrine. Ça, c'est important. Ça rend compte du fait que la douleur n'est pas liée au coronaire. Donc, ça rend beaucoup moins probable la cause coronarienne. À l'auscultation, vous percevez un assourdissement des bruits du cœur. On s'arrête une seconde. Ce signe était présent dans l'un des dossiers, soyons même précis, le dossier numéro 1 de l'ECN 2014. 2 diagnostics à évoquer devant un assourdissement des bruits du cœur. 1, la tamponnade péricardique. 2, l'insuffisance cardiaque avec un bas débit majeur. OK ? Les constantes, température, on a une fièvre à 38,3, une tachycardie à 110 battements par minute. La pression artérielle aux 2 bras, à votre avis, elle est faite pourquoi ? Elle est assez similaire d'ailleurs. Ben oui, éliminer la dissection aortique, c'est une obsession devant toute douleur thoracique, mesure de la pression artérielle aux 2 bras, une asymétrie de plus de 20 points sur la systolique, doit faire réaliser un angioscanner thoracique ou une ETO, échographie transœsophagène, pour éliminer la dissection bien sûr. Saturation à 99%, en air ambiant, aucun souci, aucun antécédent particulier, un petit épisode grippal la semaine dernière. Quel diagnostic complet vous paraît le plus probable ? Bon, les amis, on se dit les choses, c'est
énoncé typique de péricardite. Je vous avais annoncé cette douleur, cette toux majorée par la respiration, par le changement de position, qui évoquait des pathologies péricardiques ou de la plèvre, hein, d'accord. L'assourdissement des bruits du cœur, on a dit que c'était tamponnade, donc autrement dit un épanchement important qui peut très bien rentrer dans le cadre de cette péricardite. On a une fièvre. D'accord, et puis on a éliminé la dissection aortique et la pathologie coronaire. Bon, petit focus, la douleur thoracique, vous devez la maîtriser sur le bout des doigts. Je me permets ce petit point d'orientation qui peut vous permettre de penser vite et bien jour J. D'abord, quelle est la douleur thoracique évocatrice de dissection aortique ? C'est une douleur thoracique qui sera volontiers transfixiante, d'accord ? C'est-à-dire qu'elle irradie dans le dos. Migratrice, c'est très important. Et cette migration est en réalité liée à la progression de la dissection sur l'aorte. On a une douleur qui est d'abord uniquement thoracique, rétrosternale, puis qui évolue dans le dos, puis qui évolue dans le ventre, d'accord, au fur et à mesure de la dissection. Le morphotype. Qu'est-ce que j'entends par morphotype ? Vous le savez, un morphotype de maladie de Marfan, un patient qui serait longiligne, extrêmement grand, extrêmement mince, qui aurait un profil marfanoïde. Et vous le savez, la dissection aortique, c'est la complication de la maladie de Marfan. Anecdotique, la maladie de Marfan ? Sûrement pas. Ultra tombable à l'ECNI, on y reviendra sur une autre conf d'ailleurs. Une hypertension très fréquente, l'asymétrie de la tension des pouls ou de la saturation, ça souvent vous l'oubliez, une triple asymétrie, je le redis, pression artérielle, pouls et saturation également, et toujours prendre aux deux membres supérieurs, aux deux membres inférieurs également si on veut être systématique. Enfin, une insuffisance aortique qui pourrait être liée à une dissection rétrograde qui viendrait atteindre la valve aortique en elle-même. Réflexe CNI tout bête, hein, douleur thoracique plus insuffisance aortique aiguë non connue, dissection jusqu'à preuve du contraire, le patient passe au bloc, hein, les amis, puisque atteinte de l'aorte ascendante. Bien. Alors ensuite, une autre grande orientation, douleur thoracique et choc. Hein, j'ai une douleur importante et j'ai des chiffres de tension qui sont bas, une systolique inférieure à 90 et ou une diastolique inférieure à 60. Là, 4 diagnostics à évoquer, le syndrome coronarien aigu, l'embolie pulmonaire, la tamponnade, la dissection aortique en elle-même. Bien. Douleur thoracique et dyspnée. Voilà, il y a beaucoup de choses. Il faut bien sûr penser à l'embolie pulmonaire, à l'OAP qui donc expliquerait la dyspnée survenant sur un SCA-ST+, expliquant la douleur thoracique. Pneumothorax, pneumopathie, tout ça, ça marche très bien. On l'avait déjà vu tout à l'heure avec notre mnémotechnique pied. Enfin, alors ça j'adore, les signes d'insuffisance cardiaque droite. Ça, c'est des dossiers sublimissimes en cardiologie. Ici, toujours associé à de la douleur thoracique. Infarctus étendu au VD, je dis oui. Embolie pulmonaire ou tamponnade. Excellent. Je me permets d'en rajouter une petite. Elle n'est pas sur la diapositive, c'est comme ça, c'est bonus, c'est pour vous. Vous le marquez, vous sortez un petit stylo feuille. Je voudrais vous donner les causes d'insuffisance cardiaque droite isolées à l'ECNI. Autrement dit, pas d'insuffisance cardiaque gauche. J'ai uniquement la turgescence jugulaire, le reflux hépato-jugulaire, œdème des membres inférieurs, et ça ne crépite pas du tout au niveau pulmonaire. 3 causes cardiaques, 5 causes pulmonaires, par cœur. 3 causes cardiaques, c'est quoi ? C'est 1, l'infarctus du ventricule droit, 2, la tamponnade péricardique, et 3, l'endocardite infectieuse sur valve droite, qui arrive chez qui ? Vous le savez, allez des 4 là, on se chauffe. Chez qui est-ce que intervient une endocardite du cœur droit ? Le toxicomane IV, tout à fait, qui s'injecte directement avec des seringues sales la bactérie dans le réseau veineux, ça remonte au cœur droit. Bien. On passe aux 5 causes d'insuffisance cardiaque droite de cause pulmonaire. Je veux que vous reteniez le pneumothorax compressif, aussi appelé tamponnade gazeuse, l'asthme aigu grave, l'exacerbation de BPCO, l'embolie pulmonaire, bien sûr, et enfin le SDRA, syndrome de détresse respiratoire aiguë. 3 et 5, ce dossier-là, vous l'explosez littéralement le jour J, je compte sur vous. Allez, QCM suivant, vous suspectez donc une péricardite aiguë. À l'auscultation, vous semblez percevoir un frottement péricardique. Ça sent bon. Vous savez que ce signe de frottement péricardique, c'est un signe extrêmement spécifique de péricardite, hein, une spécificité de 98%, mais une sensibilité assez modeste, hein, 25 à 50%, autrement dit, il est rarement présent, mais quand il est là, on est très content, ça rend le diagnostic de péricardite très probable. Parmi les propositions suivantes concernant ce frottement, quelles sont les affirmations vraies ?
Donc, je vous ai un peu aidé. Confirme le diagnostic si présent, oui. Après, savoir ce que c'est vraiment ce frottement péricardique, les amis, pour être capable de, un jour peut-être, le reconnaître à l'hôpital. C'est un bruit qui est superficiel, râpeux, ok, avec une impression de froissement de soie. D'accord? Et un point important, il persiste en apnée. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas confondre le frottement péricardique, lié à une péricardite, avec un frottement pleural, lié à une pleurésie. Le frottement pleural, lui, est rythmé par la respiration. À chaque fois que je respire, j'entraîne un frottement entre les deux feuillets viscéraux et pariétaux de la plèvre. Alors qu'au niveau péricardique, même en apnée stricte, ce n'est pas du tout rythmé par la respiration, mais simplement par les battements cardiaques, il y a un frottement du péricarde. Bien. Question suivante, un petit ECG, vous allez voir, je vais vous en mettre par-ci, par-là, tout au long de ces différentes confs de cardiologie des 4. Vous devez absolument être des brutes en ECG, il n'y a pas le choix si vous voulez cartonner à l'ECNI. Donc un ECG de repos est finalement réalisé rapidement. Parmi les positions suivantes, concernant l'interprétation de cet ECG, quelles sont les affirmations vraies? Vous avez bien eu le temps tranquillement de regarder cet électro. On regarde les réponses. Eh bien, il y avait un sus-décalage diffus du segment ST, sans image de miroir, et un sous-décalage du PQ. On regarde ça ensemble. Vous voyez vraiment que dans toutes les dérivations, en D1, en D2, en D3, on a comme ça un sus-décalage du ST, également en V2, en V3, ici en V4, V5, V6. Ok. J'insiste également sur le sous-décalage du segment PQ, qui est un signe très spécifique de péricardite et très précoce. Et ça, je vous demande de le savoir. C'est le premier signe qui apparaît sur péricardite. Autrement dit, là, on a donc sur cet électro tous les signes typiques d'une péricardite aiguë, avec tachycardie, sous-décalage diffus du ST sans miroir et sous-décalage du PQ. Question suivante. Quel examen demandez-vous alors pour confirmer le diagnostic? Waouh, confirmer. Pas évident dans la vie de confirmer les choses. Là, clairement, fallait rester simple. Ce qu'on attend de vous, c'est une échographie transthoracique, d'accord, qui va permettre quoi? De rechercher un épanchement péricardique. Alors, j'insiste sur un point. Je vais même vous la poser, cette question. Est-ce que l'absence d'épanchement péricardite à l'échographie permet d'éliminer une péricardite? Oui ou non? Je suis sûr que vous le savez, bien sûr que non. C'est super important. Et ça s'appelle même une péricardite sèche, une péricardite sans épanchement. D'accord? Ça représente à peu près 40% de la totalité des péricardites. C'est énorme et c'est surtout ultra tombable. Question suivante. L'échocardiographie transthoracique réalisée ne montre aucune anomalie franche et aucun signe d'épanchement péricardique. Le diagnostic de péricardite éliminé, on vient de le dire, non, ça s'appelle une péricardite sèche. Question suivante. Le diagnostic de péricardite aiguë est finalement retenu. Bien, on a fini par y arriver. Quel, entre parenthèses S, examen infectieux? Je vous en prie, le jour J, lisez attentivement les questions. Encore une fois, chaque mot dans une question appelle à des réponses particulières, appelle à une manière de penser les choses particulières, sont recommandés systématiquement devant une péricardite aiguë. Voilà, faut que vous le sachiez. 2 examens systématiquement validés. 1, IDR à la tuberculine pour rechercher la tuberculose et 2, la sérologie VIH 1 et 2. C'est un grand dogme en cardiologie. Toute péricardite aiguë, a fortiori d'ailleurs du sujet jeune, ce qui était le cas ici chez Mademoiselle Red, qui a une vingtaine d'années, mais peu importe. 2 examens infectieux sans discuter. 1, le VIH, parce qu'une primo-infection VIH peut se révéler sous la forme d'une péricardite. Et 2, la tuberculose. Ok? Question suivante. L'ensemble du bilan prescrit est négatif. C'est pas le VIH, c'est pas la tuberculose. Permettant de conclure à une péricardite aiguë primitive idiopathique. Alors je pense que ça c'est une notion que vous connaissez. La péricardite aiguë primitive idiopathique, elle est en général liée à une petite affection virale. D'ailleurs, si on se souvient dans l'énoncé de Mademoiselle Red, on nous disait initialement que elle avait eu un petit rhume, un petit épisode grippal il y a 15 jours.
c'est très fréquent lors de l'interrogatoire des patients qui ont une péricardite aiguë idiopathique. Quels sont les points forts de votre prise en charge thérapeutique? Classique à l'ECN, hein, déjà tombé à l'ECN en 2009, donc voilà, ça peut retomber clairement. Repos au lit avec arrêt de travail, ça fatigue, hein, une péricardite, donc le repos fait partie du traitement. De la colchicine Péros pendant une durée de 1 mois, je vous demande de le retenir. La colchicine va permettre surtout de prévenir les récidives, d'accord? Colchicine, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un anti-inflammatoire puissant qui va limiter les phénomènes inflammatoires au niveau du péricarde. Un effet secondaire très ennuyeux et très fréquent de la colchicine. Allez, amis des 4, on se réveille. Effet secondaire de la colchicine, je vous écoute. Allez, dites-le fort derrière vos ordinateurs, personne ne vous regarde. La diarrhée. La diarrhée. De manière quasi constante, c'est un enfer. D'ailleurs, il y a beaucoup de médecins qui, en même temps qu'ils prescrivent de la colchicine, prescrivent des ralentisseurs du transit, tellement ça donne des diarrhées terribles. Peu importe, j'arrête de vous parler de ma vie. Inhibiteur de la pompe à protons, les IPP à type d'oméprazole Péros. Là, je m'arrête une seconde. Pourquoi? Parce que les IPP, liés à une prescription d'anti-inflammatoire, puisque vous le savez qu'on prescrit de la colchicine, mais également INS ou aspirine pour couvrir initialement la mise en action de la colchicine. Normalement, quand on prescrit ces anti-inflammatoires, la prescription d'IPP n'est pas systématique, hein. Ces IPP, vous le savez, sont des protecteurs gastriques. On a une recommandation, AFSAPS 2007, assez précise, qui indique dans quel cas on peut prescrire ces IPP. Je vous les redonne rapidement. Si on a un patient qui a plus de 65 ans, si on a un patient qui a déjà eu un antécédent d'ulcère gastro-duodénal, si on a un patient qui est sous corticoïdes, lithium, AVK ou un autre anti-agrégant plaquettaire. Là, vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on prescrit des IPP? On est chez une patiente qui a moins de 65 ans, on ne nous parlait pas d'antécédent d'ulcère, elle n'avait d'ailleurs pas d'antécédent particulier, et elle n'avait pas d'autres médicaments. Eh bien, c'est un cas particulier, c'est pour ça que je vous en parle, qui sort du champ en médecine de ces indications de prophylaxie habituelles, c'est la prescription dans la péricardite aiguë. Je vous demande de le retenir, on prescrit systématiquement des IPP, quel que soit l'âge, quel que soit le contexte, lorsqu'on met des anti-inflammatoires sur une péricardite aiguë. Ok, j'espère que vous le retiendrez. Question suivante. La patiente rentre rapidement chez elle. Bon, vous avez été bons les amis, hein? On a prescrit du repos, de la colchicine, de l'aspirine, un IPP, ça va mieux, on est bon. Elle revient aux urgences une semaine plus tard, car cela ne va pas mieux. On n'est peut-être pas si bon que ça, faut encore qu'on bosse. Elle a du mal à respirer en position couchée et dort avec 3 oreillers depuis 2 nuits. Ça s'appelle comment ça en un mot? Quel est le mot de « j'arrive pas à dormir, j'ai besoin de 3 oreillers la nuit ». Très bien, vous êtes des 4, vous le savez. Orthopnée. L'orthopnée, c'est le fait d'avoir une difficulté à respirer lorsqu'on est complètement allongé. Cela se quantifie à l'interrogatoire de manière assez simple par le nombre d'oreillers qu'on met derrière la tête. Et l'orthopnée est un signe de quoi? D'insuffisance cardiaque gauche. Gauche. Sauf qu'on est dans un contexte de péricardite en cours de traitement. Or, je veux que vous reteniez que toute orthopnée chez un patient qui a une péricardite est une tamponnade jusqu'à preuve du contraire. Vous l'avez marqué ça? Orthopnée plus péricardique égale tamponnade jusqu'à preuve du contraire, ça fait du bien. Elle vous avoue ne pas avoir très bien suivi vos recommandations pour la prise en charge de la colchicine. Non mais attendez, s'ils commencent à pas prendre les médicaments, les patients, mince, ça va pas le faire, hein? Vous avez des items sur l'observance thérapeutique, vous voyez à quel point c'est majeur. À l'examen physique, vous notez immédiatement une nette turgescence jugulaire droite. Donc pour les cocos qui avaient pas vu passer l'orthopnée évocatrice de tamponnade, on se rattrape avec la turgescence jugulaire puisque toute insuffisance cardiaque droite sur péricardite est aussi une tamponnade jusqu'à preuve du contraire. Quel diagnostic vous évoquez dans ce contexte? Ben là, il n'y avait qu'un seul diagnostic à évoquer et aucun autre, c'est la tamponnade péricardique, bien sûr. Il n'y a pas de raison, là, qu'elle fasse une embolie pulmonaire ou que sais-je. Ok? Soyez uniciste le jour du concours. Encore une fois, c'est très important. Il y a un diagnostic à évoquer en priorité ici, les autres étaient très loin derrière. Ok? Bien. Alors si on se redit rapidement, les signes qui, dans un contexte de péricardique, doivent vous faire évoquer la tamponnade. D'abord, tout état de choc, bien sûr. Je le redis, pression artérielle systolique inférieure à 90 et ou diastolique inférieure à 60. 2, signe d'insuffisance cardiaque droite,
turgescence jugulaire, reflux hépatojugulaire, œdème des membres inférieurs, ça sans hésiter. 3, vous le savez moins, mais je vous l'ai mis dans ce dossier, l'orthopnée. Ok. Ce sont les 3 signes qui, dans un contexte de péricardite, doivent vous faire évoquer la tamponnade. Question suivante. Vous réalisez une échographie transthoracique en urgence au lit du patient. Plutôt de la patiente, elle n'a pas changé de sexe entre-temps. Pour confirmer le diagnostic de tamponnade péricardique. Quel signe recherchez-vous alors? Alors ça, pareil, hein, c'est des questions que vous devez maîtriser le jour J. Quels sont les signes échographiques de telle et telle et telle pathologie? Là, je vous l'ai présenté de manière plutôt cool. Je pense même que le jour J, on pourrait vous montrer une vidéo d'échographie cardiaque et vous la faire interpréter. Le septum paradoxal, bien sûr. Pour vous, 2 grandes causes de septum paradoxal à l'ECN. Embolie pulmonaire, tamponnade. Excellent. 2, un épanchement péricardique circonférentiel, abondant et compressif. J'insiste, un épanchement péricardique circonférentiel abondant peut être non compressif, ce n'est pas une tamponnade. Moi, j'en vois régulièrement à l'hôpital dans les services de cardiologie. Ce qui signe la tamponnade, c'est le caractère compressif de cet épanchement et il vient comprimer quoi? Le ventricule droit. Compression du ventricule gauche par le ventricule droit en inspiration, d'accord? Ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, ça se voit comment cliniquement? Je pense que vous le savez, c'est ce qu'on appelle le pouls paradoxal. L'épanchement vient comprimer le ventricule droit vient comprimer le ventricule gauche. Le pouls paradoxal, on se redit, c'est quoi? Baisse de la systolique de plus de 20 points lors de l'inspiration par rapport à l'expiration. Pourquoi? Parce que quand j'inspire, je convoque le retour veineux au niveau de mon ventricule droit, donc le ventricule droit gonfle un peu, écrase le ventricule gauche, baisse de la pression artérielle systolique par baisse du débit cardiaque. Oui, enfin, collapsus des cavités droites en expiration, c'est ce que je vous expliquais juste avant, avec l'idée que l'épanchement comprime le ventricule droit. Putain, vous allez être des bêtes absolues en tamponnade, là, les amis. Hein.